Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Sébastien. Merci, merci d'avoir eu cette idée, d'organiser Neuch Pro déjà il y a 20 ans. Alors sujet de la jeunesse auquel vous êtes particulièrement sensible puisque vous-même vous avez été élu, de la jeunesse, alors c'était au niveau du lycée, donc c'était conseiller régional, je crois? Ouais, j'avais fait partie de la première promotion du Conseil régional des jeunes que le président Giscard d'Estaing avait créé, 93-95. Pour l'anecdote, Frédéric Aguilera, le maire de Vichy, faisait aussi partie de cette promotion. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et en ce qui concerne Neuch Pro, il y a 20 ans, on avait un Neuch Pro départemental qui fonctionnait plutôt bien. Et c'est là que l'idée est venue de dire, de même qu'il y a des grands salons, des congrès, des forums, on appelle ça comme on veut, des assises, dans des tas d'autres thématiques, des politiques publiques au sens large, eh bien, il faut qu'on crée un événement, un lieu, un espace de réflexion, de recul, d'échange de pratiques et de bonnes pratiques destiné aux professionnels et élus en charge de la jeunesse. Et c'est comme ça que Neuch Pro s'est créé. Bien, donc aujourd'hui, cette préoccupation, elle reste sensible. On en parlera avec nos intervenants, notamment Marie-Pierre Montaureau-Sadou, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Cette compétence jeunesse qui était relativement transversale, mais dont le chef de file est depuis la loi NOTRe porté par les régions. Aujourd'hui, quels sont les axes de la politique jeunesse dans le département de l'Allier? Puis évidemment, on ouvrira le scope à l'action départementale en général. Alors, je vous ai dit que je répondrais à la question, Sébastien, mais que j'y répondrai brièvement parce que j'aime pas trop ces forums où on parle que de notre, pardon, que de nous. Donc, je réponds très brièvement. Première chose, et c'est ma collègue Isabelle Goninet qui a cette délégation-là et qui pilote. On va rouvrir ce qu'on avait fait il y a quelques années, un travail qui avait abouti en 2008, qui s'était appelé la conférence départementale de la jeunesse, et qui avait été un temps d'abord de travail et de prise de recul avec l'ensemble des partenaires. Les collectivités territoriales, l'État évidemment, l'éducation nationale, mais je l'inclus dans l'État, Madame la mais parfois un peu en autonomie, l'éducation populaire, c'est évident, et les structures associatives, et les espaces et les lieux de formation qu'on a dans le département. Et cette conférence départementale de la jeunesse, elle avait un objectif très simple qu'elle avait atteint, et ensuite il fallait passer à la mise en œuvre pratique. Ça s'est pas fait pour d'autres raisons, je vais y revenir. C'est un état des lieux, une anticipation des évolutions par rapport auxquelles il faut se préparer, et qui fait quoi. Et c'était surtout, et je pense que cette méthode reste d'actualité, d'éviter d'aller se croiser, se superposer, parfois se disperser sur qui est le meilleur acteur, qui sont entités publiques ou associatives ou autres, pour porter un champ de politique en direction de la jeunesse. Et ce travail de la conférence départementale, on avait pu le construire parce qu'on avait déjà fixé un certain nombre de principes qui, de mon point de vue, restent profondément d'actualité. Certains m'ont déjà écouté dire ça ici à Neuch Pro, donc il n'y a pas de raison que je le répète pas, parce que c'est ce que j'ai dit que c'est devenu faux. Premièrement, on ne peut pas être satisfait d'avoir érigé des dispositifs au rang de politique publique. Des dispositifs, ce sont des outils qui doivent servir des politiques publiques, et le rôle des politiques publiques, c'est de répondre à la question du pourquoi. Quoi, pourquoi, comment. Et si on ne pose pas d'abord la question de qu'est-ce qu'on veut faire, mais pourquoi on veut le faire, on va trop vite et on va créer un dispositif qu'on n'est plus capable de réinterroger ou d'évaluer quant à son sens et quant à sa pertinence. Donc le dispositif est un outil au service d'une politique, mais c'est pas une fin en soi. Et un dispositif, ça mérite d'être évalué, ça mérite d'être interrogé, parfois ça mérite d'être abandonné, parfois ça mérite d'être renforcé, parfois il faut en recréer d'autres. Donc ça, c'est un premier principe qu'on avait établi. Deuxième principe, c'est que les politiques de jeunesse devaient être des politiques éducatives, au sens étymologique du terme, conduire vers, guider vers quoi? Vers l'autonomie. Jeune, c'est une situation dans laquelle on est appelé à s'installer dans la durée. On est appelé à devenir un jeune adulte, un jeune apprenti, un jeune étudiant, peu importe, et à devenir tout simplement adulte, et que ces politiques ne pouvaient être pensées que d'un point de vue éducatif. Ça avait une valeur et une vertu, c'est que dès lors qu'on pose le champ de politique de jeunesse égale politique éducative, on sait qu'on trouvera un socle commun, quelles que soient les sensibilités politiques, quelles que soient les sensibilités de l'histoire des mouvements d'éducation populaire, quelles que soient les orientations d'un gouvernement ou un autre par rapport à l'éducation nationale. On sait que le socle du concept éducatif est un socle qui est fédérateur. Troisième élément, c'est que ces politiques de jeunesse, vous l'avez dit Sébastien, vous avez raison, elles doivent être transversales.
J'aime à rappeler que jeune, c'est pas un mot de jeune. Il y a rarement des jeunes qui se présentent en disant je suis un jeune. C'est le sketch de Coluche. On est une bande de jeunes et on s'éclate. Mais les jeunes en tant que tels se présentent comme lycéens, comme pratiquant un sport, comme ayant une activité, comme ayant une passion. Jeune, c'est toujours un langage d'adulte. On est des jeunes retraités, on est des jeunes cadres dynamiques, on est des jeunes élus ou un peu moins. Mais jeune, c'est pas un langage par lequel l'identité jeune se révèle elle-même. Et donc, ces politiques de jeunesse doivent être des politiques transversales. Parce que le jeune, justement, il est dans sa vie quotidienne en recherche de loisirs, d'emploi, de logement, de mobilité, de culture, de pratiques sportives, de tout ce que finalement tous les adultes on vit aussi nous au quotidien. Et puis il y avait un dernier fondement, et j'aime faire référence à Francine Labadie qui l'avait posé ici à Neuch Pro, qui était le casse-tête de dire mais c'est quoi l'âge des politiques de jeunesse? Et alors, on avait des retours d'expérience, étaient confrontés, qui étaient extrêmement intéressants pour dire, ouais, ben nous, on est plutôt sur les 14-18, après nous. Bon. Et elle posait un principe simple. Il faut penser les politiques de jeunesse sous le prisme des politiques familiales. De la famille dans laquelle on naît, NAIT, à la famille dans laquelle on procrée. C'est un concept, mais ça révèle, je crois, le parcours. Et ça nous libère, en tout état de cause, de mon point de vue, de l'idée qu'il y aurait des tranches d'âge qui deviendraient des seuils à partir desquels on n'agit plus ou on n'intervient plus. Tout ça pour vous dire quoi? Le département d'Allier veut relancer sa conférence territoriale de la jeunesse, état des lieux, garder ses fondamentaux et ses piliers, politique éducative et territoriale, politique qui doit guider vers l'autonomie, politique qui doit être transversale, politique qui doit trouver les meilleurs acteurs pour porter les projets, les dispositifs, dès lors qu'on a répondu à la question du sens, et qu'aujourd'hui, ces principes-là, je pense qu'ils ne sont pas surannés, je pense qu'ils sont toujours d'actualité, et que l'aboutissement de cette démarche-là, ça devra être effectivement de redonner un souffle aux politiques de jeunesse dans notre département. Je vous avais promis que je répondrais à la question, mais pas que. On a une grande cause départementale qu'on est en train de lancer. On a pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Grande cause départementale, la jeunesse face au risque du numérique. C'est parti d'un ressenti personnel qui était il y a 2 ans, si je me trompe pas, ou en plein mois d'août. On a un sondage qui était sorti très discrètement pendant les vacances d'été, qui nous expliquait combien les jeunes collégiens dès la 6e étaient confrontés à des sites de pornographie. Mais trash. C'est pas l'éducation sentimentale de Flaubert où à la 248e page, on en est encore à faire le baise-main. Et je me disais, mais bon sang de bois, ils ont 11 ans, quoi. Ils ont 12 ans. Et aujourd'hui, on le sait, le diagnostic, il est posé que ces jeunes collégiens sont confrontés à des images de sexualité, si on peut encore appeler ça de la sexualité, extrêmement violentes. Et après, on va s'étonner que quelques années plus tard, ils auront des comportements ou un rapport à l'altérité dans leur démarche affective qui va être peut-être meurtri, blessé, et je suis dans l'euphémisme, et qui va, d'une certaine façon, les poser dans un rapport à l'autre du point de vue de la sexualité qui va probablement causer des dégâts pour eux-mêmes et pour les autres. C'est ça qui a déclenché chez moi le fait de dire on ne peut pas rester juste dans le constat. Donc, cette grande cause départementale sur les jeunes face au risque du numérique, puis tous ceux qui sont là, parce que ce sont des professionnels ou des élus, pourraient les illustrer par 1000 exemples. On sait que ça va être le risque de prédateurs qui, sous des comptes anonymes ou pseudo-anonymes, partent en chasse. On sait que ça peut être aussi du démarchage commercial. On sait que ça peut être du siphonnage de données personnelles. On sait aussi parfois que c'est les jeunes eux-mêmes, avec le hashtag telle année, qui rentrent dans un conflit, dans une violence, à l'égard d'une génération de jeunes. C'est la grande cause départementale que l'on démarre, mais avec une ambition très claire. Il ne s'agit pas simplement de mettre un focus sur cette problématique-là pendant 1 an dans le cadre de la grande cause départementale. Moi, la commande, et Isabelle y travaille remarquablement bien avec les services, c'est qu'à la fin de l'année, je veux du livrable. Je veux qu'on ait des outils qui s'inscrivent dans la durée. Je veux que ce qu'on aura fait à travers cette opération un peu choc s'inscrive dans une politique de prévention et de protection, c'est une des compétences des départements, sur les jeunes face aux risques numériques. Et qu'il faudra actualiser. Parce que ces risques qu'on connaît aujourd'hui en 2022-2023, il y a fort à parier qu'en 2025, il y en ait des nouveaux. Que quelques-uns auront disparu et que d'autres facteurs risques auront apparu. Je me rappelle, ici à Neuch Pro, on a eu des ateliers de travail qui étaient extrêmement intéressants, où à l'époque, le sujet, c'était le jeu du foulard dans les cours des établissements scolaires. Je suis pas certain qu'aujourd'hui, le jeu du foulard soit toujours le sujet d'actualité. Je me rappelle où on avait, à Neuch Pro, des séquences où c'était le phénomène jacasse. Mmh. Et où on avait du travail de fond, y compris dans des logiques et
des ressorts de psychologie ou en quoi un préado ou un ado a besoin de se confronter au risque, a besoin de se confronter au danger, a besoin aussi d'une certaine façon de se construire dans des situations qui vont le mettre en défi, avec des risques qui peuvent être parfois assez tragiques, en fait, à la vérité, et où on avait pu avoir ici, et c'est tout le sens de Neuge Pro, sur des cas de société, y compris dans une temporalité conjoncturelle, la capacité à mettre sur des ressorts beaucoup plus profonds, qui fait qu'il fallait qu'on se prépare à ce que ces formes-là, type le foulard ou type jacasse, réapparaissent différemment, sous d'autres formes, et qu'il ne faudrait pas s'étonner de cette résurgence, parce qu'en fait, les tensions profondes de la confrontation au risque, au danger ou parfois à la souffrance, on pourrait parler de l'époque où c'était les enjeux de scarification, qui Mmh. était un sujet majeur en termes de préoccupation sur la protection des jeunes, eh bien, ce sont des formes différentes qui correspondent à des temps et des situations différentes, mais qui relèvent aussi d'un phénomène beaucoup plus profond. Bon, j'essaie d'illustrer le propos. Voilà, le département relance sa conférence départementale de la jeunesse, se donne une grande cause cette année qui devra s'inscrire dans une politique de la durée. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ces 20 ans entre guillemets de Neuge Pro, alors c'est pas 20 exactement puisqu'on a eu des périodes un peu troublées par Covid, c'est une conviction, je la disais tout à l'heure quand on inaugurait les stands, que ça reste un sujet qu'on a vu évoluer le champ des compétences, vous l'avez rappelé, qu'on a vu évoluer quelles étaient les entités qui prenaient plus ou moins le lead ou la main sur ces politiques-là, mais que Neuge Pro garde profondément du sens, c'est que le défi qui nous attend, nous, élus et professionnels en charge de la jeunesse, c'est de rester agile, éveillé, vigile, pour pas s'enquister dans une forme de routine en pensant qu'on a déjà assez bien pensé et circonscrit le problème, mais au contraire d'avoir cette espèce de candeur, et c'est positif dans la bouche, qui nous permettra de rester attentif à ce qui se passe et qu'on n'aurait pas forcément vu venir. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Juste avant d'accueillir Marie-Pierre Montoro-Sadou et Véronique Beuve, je voudrais vous présenter un plaidoyer qui a été réalisé par les jeunes du Conseil départemental des jeunes. D'ailleurs, je les vois là-bas. Vous êtes en tant qu'intervenant, votre place est au premier rang, donc n'hésitez pas à vous déplacer pour nous rejoindre. Soyez pas timide, je sais que vous ne l'êtes pas. Voilà. Donc, si on peut envoyer la vidéo du plaidoyer des jeunes du Conseil départemental de l'Allier. Oui, messieurs, bienvenue sur le site du Puy Saint-Ambroise, ancien volcan d'Auvergne. Nous, les conseillers départementaux jeunes de l'Allier, souhaitons aborder auprès de vous les sujets qui ne sont pas traités au sein de votre politique jeunesse à nos yeux, et ce, au nom de tous les jeunes bourbonnais. Voici donc nos 4 priorités. En premier, tout d'abord, écoutez-nous et faites-nous confiance en ce que nous vous parlons. Ce n'est pas vous, mais bien nous, qui subissons vos directives et leurs conséquences. En deuxième, comme le dit le dicton, il vaut mieux prévenir que guérir. Par conséquent, nous les jeunes souhaitons que vous, mesdames et messieurs les professionnels de la jeunesse, preniez conscience de l'ampleur du harcèlement. Non, se faire insulter voire frapper, ce n'est pas de la comédie ou encore une simple chamaillerie. Nous en avons marre que vous, mesdames et messieurs les professionnels de la jeunesse, minimiser ces faits-là, car, au risque de vous l'apprendre, coller une affiche ne résoudra pas le problème. Ce moment d'humeur passé, je vais maintenant vous faire part d'une grande chose en troisième priorité. Je sais pertinemment que certains d'entre vous peuvent penser qu'il s'agit de notre ego, mais il n'en est rien. Il s'agit bel et bien de notre avenir. Mais nous, les jeunes, on n'en sait pas grand-chose. Certes, les adultes, autrement dit vous, nous aidez et nous soutenez dans la recherche de notre orientation, mais il manque quelque chose. C'est bien beau d'avoir un travail et un salaire, mais comment on fait pour trouver notre appart, payer nos factures et gérer nos finances? On sait pas. Et c'est dans ces moments-là que nous, adolescents rebelles, nous retournons vers nos chers parents que nous chérissons tant. S'il vous plaît, aidez-nous pour notre avenir. Pour finir, en 2027, vous savez quoi? On aura le droit de vote. Mais là encore, il y a un petit problème. Vous vous plaignez que les jeunes s'abstiennent, mais en même temps, vous ne nous donnez pas les moyens de compréhension au collège qui nous permettront plus tard de voter en notre âme et conscience. Nous sommes d'accord que l'article 11 de la charte de la laïcité à l'école qui dit clairement que tout le personnel a le devoir de neutralité éthique et religieuse nous convient. En effet, cela nous permet de ne pas être influencés. Mais comment peut-on forger notre propre opinion alors que personne ne nous explique clairement ce qu'est la gauche, le centre et la droite, mais aussi les grandes différences entre les partis politiques? Parce que certes, certains jeunes le savent, mais ce n'est pas le cas pour la majorité d'entre nous. C'est pourquoi il est nécessaire d'approfondir ces sujets et ces choix politiques au collège et au lycée. Voilà, nous avons fini de dire l'essentiel de ce que nous pensons. Maintenant, à votre tour d'agir.
Je vous remercie pour votre attention. Bon, sur le plan de la plaisanterie, je sais maintenant pourquoi, il y a une dizaine d'années, je voulais pas qu'on invite les jeunes à nos travaux. Effectivement, il y aura peut-être un côté hockey boomer, hein, dans ces débats, mais voilà. Et cette expression, vous la retrouverez donc dans un instant sur notre première table ronde. J'aimerais donc accueillir sur ce plateau Marie-Pierre Montoro-Sado, vice-présidente du Conseil régional d'Auvergne-Alpes, et Véronique Beuve, sous-préfète de Vichy, si vous voulez bien nous rejoindre aux côtés du président Riboulet. Merci beaucoup à toutes les deux d'être avec nous. On le disait il y a un instant, effectivement, chef de fila depuis la loi NOTRe. Alors est-ce que ça, il y a un petit côté patate chaude dans ce chef de fila? Hein, il y a un petit côté patate chaude. Ça vous est un peu tombé dessus aujourd'hui. On le partageait aussi en préparation de ce rendez-vous au niveau, ne serait-ce que de région de France, tout ça. Enfin, aujourd'hui, est-ce que selon vous, vous allez nous dire comment la région Auvergne-Rhône-Alpes s'empare du sujet, mais est-ce qu'il vous semble que les régions se sont vraiment emparées du sujet? Est-ce qu'elles savent par quelle boule prendre, indépendamment de la stricte question des lycées? Alors, beaucoup de questions. Bonjour à tous. Choisissez. Oui, peut-être effectivement repartir sur cette loi qui donne ce chef de fila aux régions de France, des régions qui ont eu un profond changement pour certaines, parce que finalement notre région Auvergne-Rhône-Alpes, elle est assez jeune. Elle est née en 2016, donc elle est assez jeune. Et c'est en 2018 que le chef de fila a été attribué aux régions, alors qu'il y avait plein de choses qui se faisaient auparavant, notamment au niveau des départements. Puis quand on regarde ce qui est fait aujourd'hui sur le département de l'Allier, et je tiens infiniment à remercier le président de nous accueillir et de nous permettre d'échanger. Ces temps de rencontres sont importants. Donc, comment les régions souhaitent avancer sur ce sujet? Parce que on se pose la question à Région de France, comment on va avancer sur cette thématique? Alors, on n'a pas encore la réponse. C'est peut-être aussi pour ça que je suis là. J'essaie de trouver des réponses sur les territoires qui sont déjà depuis de très nombreuses années, puisqu'on parle finalement de 20 ans de ce temps de rencontre. Mais sur d'autres départements, il y a aussi des politiques fortes en matière de jeunesse. Donc, il ne faut pas qu'on réinvente quelque chose. Il faut que l'on puisse en discuter. Tout à l'heure, lorsqu'on se baladait au niveau donc en bas, on avait ce mot alliance. Je ne sais plus qui l'a sorti. Effectivement, c'est une alliance que nous devons faire pour notre jeunesse et qu'on essaye de construire ça ensemble, parce que ce ne sont pas les régions toutes seules qui pourront décider de comment elles vont mettre en place ce chef de fila qui a été attribué par l'État. Donc peut-être chaude un peu, parce qu'on nous a pas donné le mode d'emploi, mais on va se tourner auprès des différents acteurs pour essayer de construire ça ensemble. Et vous-même, donc à la région Auvergne-Rhône-Alpes, quelles sont les quelques actions un peu phares dont vous avez envie de nous parler aujourd'hui, la manière dont vous avez pris ce dossier jeunesse et comment ça se traduit aujourd'hui en termes justement de politique publique? Alors, à la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avions des dispositifs qui relevaient déjà de politique. J'ai entendu, il ne faut pas parler de dispositifs en premier lieu, mais bien de là où on veut aller. Et la question du pourquoi faire est très importante, mais je crois qu'on a eu la réponse tout à l'heure dans l'intervention de la jeunesse. C'est de dire, pour préparer l'avenir de nos jeunes, parce qu'ils seront les adultes de demain. Sur les politiques qui ont été menées au cours donc du premier mandat de Laurent Wauquiez, ce qui l'importait, ce qu'il m'a confié dans le mandat en cours, c'est de vraiment porter fort cet engagement de la jeunesse, donc favoriser l'engagement de la jeunesse, le valoriser
Ça, c'est quelque chose de très important pour nous, valoriser l'engagement de ces jeunes. Donc, ils passent par un outil, que ce soit la valorisation de l'engagement, mais également leur permettre d'avoir un accès. Parce que qu'est-ce qu'en fait un jeune demande, c'est d'avoir un accès à l'éducation, un accès à la culture, un accès au sport. Donc on peut voir effectivement il y a différents dispositifs de l'État, des départements qui sont en place, mais la région a souhaité mettre en place aussi le sien. Donc on a une carte spécifique, donc le pass région, qui s'adresse aux jeunes lycéens. Quand je dis jeunes lycéens, je fais non, c'est lycéens. Lycéen tout court. Aux lycéens, puisqu'on a 370 000 bénéficiaires, donc dont 80% de lycéens, mais nous avons également d'autres jeunes qui peuvent bénéficier de cette carte, qui est une carte qui donne des avantages, donc qui donne déjà en fait les outils de formation, puisque nous avons nous attribuons les livres pour le lycée. Et ainsi que les premiers outils pour les apprentis. Donc, ouais. c'est une attribution gratuite de ces outils. Et ensuite, nous avons ces avantages d'accès à la culture. Ce sont des bons plans aussi qui sont proposés par cette carte. Mais il y a quelque chose que le président a souhaité mettre en avant tout de suite, c'était l'engagement et proposer des missions droits et devoirs. Tout à l'heure, on a parlé du service national, du service civique. Dès 2016, le président y a réfléchi, a mis en place en 2017 ces missions droits et devoirs, dire qu'un jeune qui souhaite s'engager auprès d'une association, en lien, donc plutôt association caritative, de secours, en lien de secours. Donc là, je pense au Resto du Cœur, au Secours populaire, mais également sur les associations en lien avec le handicap. Ou plus dernièrement, nous avons aussi ouvert à la protection de l'animal. Et notre objectif, c'est aussi de l'ouvrir un peu plus largement. Et on viendra voir les départements parce qu'on a quelques idées à ce sujet. Donc, si un jeune consacre quelques heures, c'est-à-dire entre 35 et 80 heures, donc c'est un engagement fort de sa part. Nous trouvons que c'est une bonne initiative qui va lui permettre de grandir, d'avoir plus d'autonomie, et il va pouvoir aussi le valoriser plus tard lorsqu'il sera dans ses recherches, notamment dans ses recherches d'emploi. Nous nous contribuons à financer partiellement le passage du permis de conduire. Donc, ça va de 200 € pour 35 heures à 500 € pour ceux qui pourront faire 80 heures sur leur temps de scolarité. Donc, ça part de la seconde jusqu'à la terminale pour les lycéens. Et cet engagement-là, nous l'avons également identifié pour les cadets de la gendarmerie et les jeunes sapeurs-pompiers. Donc, cette aide peut aller jusqu'à 1 000 € pour les jeunes sapeurs-pompiers, parce que les jeunes sapeurs-pompiers ont un engagement qui dure 30 ans. Si tout se passe bien. Donc là, on vient financer jusqu'à 1 000 €. Donc là, dans ce cas particulier, vous n'avez pas souhaité faire un dispositif à part de plus, mais bien renforcer finalement des accompagnements qu'on peut voir sur le service civique, puisqu'il y a la prise en charge du code, je crois, du code. Oui. En fait, c'est etc. complémentaire. Voilà, c'est complémentaire. C'est complémentaire. J'ai entendu qu'évidemment, c'est le passage du code plus l'inscription. C'est ça, plus l'inscription au permis, et puis vous arrivez, vous dites, quand il y a de l'engagement, on vient en soutien de ce dispositif-là, mais on se disperse pas finalement. On ne se disperse pas. Je pense que c'est tout à fait complémentaire. C'est très bien pour les jeunes, parce que on intervient aussi auprès des familles. C'est aussi une délégation que j'ai par rapport à un pouvoir d'achat qui décroît, et c'est toujours un plus. Donc, de pouvoir accompagner ces familles, parce qu'il faut jamais oublier qu'un jeune fait partie d'un tout. Il a une famille, et que si on en intervient à ce niveau-là, on intervient aussi pour la famille. Et pour compléter, parce que je pense qu'il y a des jeunes qui le savent pas, c'est également, donc la région a mis en place 200 € complémentaires pour en fait, tout jeune de 18 ans bénéficie d'une aide de 200 € pour le passage du permis. Donc là, c'était la volonté de dire, on veut favoriser le passage maintenant, en fait, dans l'entrée dans la vie active, le premier job. Donc, un jeune, quand il passe son permis à 18 ans, il faut qu'il fasse la demande auprès de la région, et il bénéficiera de 200 €.
même sans faire d'heures auprès d'une association. D'accord. Merci beaucoup. Après on parlera de cette fameuse question de la mise à jour des politiques jeunesse, mais donc juste avant Véronique Beuve, merci, de représenter ici, les services de l'État et vous le faites au pied levé, je vous en remercie, doublement. Je vous en prie. Et donc voilà, on a vu que l'État a été à l'impulsion sur le service civique, sur le service, national universel. Aujourd'hui, on en est où justement de ce type d'initiative? Quel premier bilan? Parce que je crois que globalement, ce sont des dispositifs qui sont plutôt appréciés, mais est-ce que vous avez des éléments de bilan, ici dans l'Allier ou peut-être national autour de ces sujets? Oui, merci. Alors tout d'abord, je vais revenir sur ce qu'on a vu tout à l'heure, le jeune qui se posait pas mal de questions, notamment par rapport au vote, donc un parcours citoyen qui s'impose et qui disait je ne sais pas où est la droite, la gauche, le centre. Donc ça veut dire qu'il y a une jeunesse, des jeunesses qui se cherchent et c'est le propre de la jeunesse. Donc l'État, mais l'ensemble, comment dire, des institutions, des élus, des collectivités sont là pour répondre à ces questions. C'est pour cette raison qu'il y a des politiques publiques qui sont très nombreuses, des politiques publiques interministérielles, car ça touche l'enseignement, la santé, l'accès au logement, le sport et plein d'autres choses. Donc la culture. Et donc, on voit bien que dans l'établissement de ces politiques publiques, il y a aussi un paysage qui est formé donc de l'État, de ses services, mais aussi de partenaires, d'acteurs au niveau communal, intercommunal, départemental et régional. Et donc, sur l'ensemble de ces politiques publiques où il y a bien sûr des déclinaisons de dispositifs, c'est ce que disait Monsieur le Président, qui s'attachent à répondre à pourquoi, comment faire pour leur permettre un parcours de vie et répondre à leurs problématiques, de jeunesse au pluriel. Il y a des transferts de compétences, il y a des délégations de compétences et il y a des compétences que l'État garde. Donc c'est pour cette raison que là aujourd'hui la région parle de certaines compétences vis-à-vis de la politique de la jeunesse, si on le réduit comme tel, que le département est là, que les communes, mais n'oublions pas les associations qui font aussi un travail très très important. Donc, mais pourquoi cette pluralité? Parce que on est dans des problématiques plurielles, interministérielles, avec des champs de compétences bien précis et qu'il convient pour répondre au mieux, et c'est ce que le législateur a décidé, que ce soit en pluralité et donc en partenariat. Voilà, pour un premier temps, je voulais donner ces éléments parce que il faut créer un cadre. Mmh. Voilà. Donc sur la question que j'ai oubliée. Voilà, le premier bilan sur le service civique et le SNU. Alors, les dispositifs, les bilans, il y a vraiment une foultitude de dispositifs, mais tout à l'heure, lorsqu'on a bougé sur les stands, on a vu les services civiques qui remportent, comment dire, un franc succès et qui permettent de faire dans le parcours de vie, puisque du jeune vers l'adulte, de lui permettre de se faire un CV. Je dois avoir quelques éléments là chiffrés. Il y a le SNU, vous l'avez vu dans l'Allier, ça a vraiment très bien marché. On a reçu 200 jeunes et il y en a 200 qui sont sortis du département. Quoi d'autre? Oui, je pourrais rechercher. Il y a aussi le dispositif un jeune, une solution. Alors, un jeune, une solution, mais qui vient d'être remanié. D'accord, qui devient quoi? On reparle. Alors, comme ça vient de sortir, c'est le contrat d'engagement jeune, CEJ, qui est dans la continuité du plan Un jeune, une solution, qui avait été mis en place en juillet 2020. Donc ça, c'est une évolution. Voilà. En termes de SNU 200, est-ce que j'ai pour vous donner en service civique? Oui, j'ai quelques éléments. C'est 180 000 jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif. 180 000 depuis sa création. D'accord. Voilà. Et on verra voilà. avec. Et dans l'Allier, c'est 124 pour l'éducation nationale. 224 jeunes bénéficient d'un service civique cette année, dont 124 dans l'éducation nationale. C'est important.
Voilà, vous vouliez quelques chiffres, j'ai Oui. pu vous en trouver. Alors on va faire retourner la parole autour de cette question qui est celle de cette table ronde. Est-ce qu'on va vers une mise à jour des politiques jeunesse? Président Riboulet, qu'est-ce que vous auriez envie de garder? Qu'est-ce qui vous semble manquer dans ces politiques jeunesse? Donc vous l'avez dit, en termes de méthode, remettez en place, vous réactivez une conférence territoriale de la jeunesse. Ça, c'est un élément de méthode. Mais voilà, quels sont les dispositifs et ou les politiques sur lesquels vous avez un doute quant à leur efficacité, et puis ceux que vous appelleriez de vos vœux? Alors, le premier élément méthodologique, je l'ai dit tout à l'heure, j'insiste, je pense qu'il faut vraiment d'abord être dans un bon diagnostic et un diagnostic qui soit actualisé. Vous avez des endroits pour lesquels la jeunesse va être approchée sur un prisme de jeunesse problème. D'où un jeune, une solution. Vous avez des endroits où la jeunesse va être abordée sous un prisme jeunesse ressources. Si vous discutez avec un maire d'une commune en secteur rural qui est à la veille de fermer des classes dans son école, la question de la jeunesse, c'est une ressource. Complètement. Si vous êtes dans une autre commune ou dans un quartier, le voisinage va se plaindre qu'il y en a un petit peu trop qui font du bruit dans la rue, et vous voyez ce que je veux dire? Là, la jeunesse, elle devient un problème. Et que ces deux réalités qui correspondent à des perceptions, des visions qui doivent être prises en compte différemment. Je veux dire, si on a des structures, il y en a dans l'Allier avec des éducs de rue qui sont parfois même en immersion sans qu'on sache que c'est des éducs, ça répond à un diagnostic. Si on a d'autres lieux où il s'agit de rendre attractif pour des jeunes familles un cadre d'habitat et de mobilité, ça répond à un autre diagnostic. Donc, premier élément, il faut un diagnostic qui soit dynamique. Ça ne peut pas se figer. Deuxième chose, j'ai tendance à penser que des dispositifs, on en a trop. Trop et pas connu. Alors, ça n'engage que moi, mais je veux dire, je vais prendre une métaphore. Il y a deux boîtes à outils possibles. La première, c'est celle que j'ai chez moi, où tant que j'ai pas tout vidé, je sais toujours pas ce que j'ai dedans. La deuxième, c'est celle de MacGyver. Elle est totalement vide. Je crois qu'il y a juste entre les deux, pour filer ma métaphore, des boîtes à outils parfois qui sont trop remplies et trop fouillis, où on ne sait même plus quel est le bon outil dont on a besoin et où il est, et des fois des non-boîtes à outils qui sont juste plutôt un système D et qui est capable, avec peu de moyens, de construire des trucs très efficaces, et qu'il faut peut-être qu'on retrouve l'équilibre. Vous l'avez dit, Madame la sous-préfète, tu l'as dit du point de vue de la région, enfin les dispositifs, il y en a pléthore. Il y en a pléthore. Je suis même pas certain, enfin moi en tout cas je le dis très modestement, je suis incapable de les lister de façon exhaustive. J'ose espérer que nos collaborateurs, les professionnels dans les collectivités ou dans les associations, eux connaissent par cœur l'ensemble des outils mis à disposition des politiques publiques en matière de jeunesse. J'en doute pas un instant. Et pour être à jour, ils sont jamais au boulot, ils sont toujours en formation. Non, c'est une blague. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a trop d'outils. Donc, à votre question, je dis, rebalayons aussi, après le diagnostic, rebalayons aussi pour voir si tout ce qui existe est toujours bien adapté. Troisième élément de réponse. Et comme je suis têtu, mais qu'est-ce qu'on veut? Je pense qu'il y a des endroits où peut-être que la politique jeunesse, c'est surtout de ne pas en faire. Je crois qu'il faut, je le dis encore pour provoquer, être capable aujourd'hui, nous qui sommes en responsabilité élective ou de puissance publique, ceux qui sont en responsabilité de mise en œuvre des actions, je crois qu'on doit être aussi dans un état d'esprit qui consiste à dire, et si il y avait juste besoin de ne rien faire? Je dis pas que ça arrivera, mais si ça arrive, il faut pas qu'on soit choqué, qu'on se casse la gueule de l'armoire, parce qu'après tout, il peut y avoir aussi des domaines dans lesquels il faut surtout pas qu'on s'en occupe. Moi, j'ai entendu la vidéo et le plaidoyer, donc le ton était donné, c'était un plaidoyer et c'était délibérément provocateur et décapant. Parfait, merci, on en recausera. On va s'expliquer. Je retiens deux choses. Un, attention à ce que vous décidez, n'oubliez pas que c'est pour nous. Et tant qu'à faire, si vous décidez des trucs, c'est parce qu'il y avait un truc qui était très bon dans le plaidoyer. Il y a au début un tacle sur les élus et après vous les professionnels, vous les professionnels, vous les professionnels. Je dis c'est bon, waouh, nous on s'en tire bien. C'est pas nous qui sommes dans la ligne de mire. Le discours, c'est attention, n'oubliez pas que ce que vous décidez, etc., c'est pour nous. Donc tant qu'à faire, écoutez-nous, juste pour être certain et pour vérifier que ce que vous êtes en train de décider pour nous, ça colle ou ça colle pas. Je fais une première réponse. J'ai défendu l'idée de politique éducative. Ce qui sous-entend
qu'il y a peut-être des choses qui sont bonnes pour vous, dont vous n'avez pas totalement conscience à l'instant T. Et que pour le coup, le rôle de l'adulte, c'est aussi de vous guider vers des choses où vous n'iriez pas spontanément, pour lesquelles vous n'auriez pas une appétence ou un goût immédiat, qui néanmoins participeront à votre construction de futurs adultes, de futurs électeurs, de futurs citoyens. Et je vais jusqu'au bout, d'autonomie. Et là, on revient au sens des mots. Autonomos, celui qui fixe sa propre loi. Mais qu'avant que vous ayez acquis ce statut, et c'est tout le vœu conforme, d'être autonomos, de fixer par vous-même votre propre loi, encore faut-il passer parfois par un parcours où on va vous inciter à faire des choses que vous n'auriez pas envie de faire. Je vais le dire plus brutalement, c'est pas la boîte à démagogie. C'est pas demander, vous recevrez, ok, on vous le sert, parce que comme vous êtes des jeunes, on pourrait bien vous refuser. Donc oui, on va vous écouter. Oui. Il faudra juste que la réciproque soit vraie. Et je le dis aussi pour provoquer. Merci, Je Président. suis sûr qu'ils reviendront plus l'an prochain, comme ça. Je pense que c'est au contraire. Marie-Pierre Montoro-Sadou, vous-même, de cette mise à jour, est-ce que vous positionnez effectivement, comme le président Rivoulet, sur cette question, un diagnostic, une méthode, donnons-nous à comprendre ce dont on parle véritablement et quels objectifs on se donne, ou est-ce que vous avez déjà en tête des choses que vous aimeriez développer, notamment avec la compétence qui est la vôtre, jeunesse, famille et seniors? Alors, je serais un peu moins dans la provocation que mon collègue. Quand on parle de mise à jour, forcément, mise à jour, on dit il faut qu'on parte d'un constat et on voit ce qui a fonctionné, ce qui a dysfonctionné. Mais pour ça, il faut donner la parole aux jeunes, parce que sinon, on fait ça tout ça. Il faut évaluer, en fait. Il faut évaluer, mais l'évaluation des politiques publiques aujourd'hui, je pense que c'est quand même bien ancré dans les personnes qui sont en responsabilité. Donc, il faut que l'on fasse cette mise à jour. Mais je voudrais peut-être revenir en arrière. Je me souviens de cette lettre qui avait été envoyée par France Gall. C'était en 1966. C'était alors qu'il y avait c'est la première fois qu'il y avait un ministère consacré, un ministre pour la jeunesse. De la jeunesse, ouais. Et elle avait indiqué ce que voulait la jeunesse. Et finalement, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui, elle veut ça, mais il faut simplement qu'on y réponde et qu'on réponde à des moyens qui apportent une satisfaction. Elle écrivait dans cette lettre que, comme elle, donc les jeunes de 18 ans, ce qu'ils voulaient, c'est avoir des écoles, avoir des lycées, donc elle demandait la création d'écoles, des lycées qui fonctionnent, de beaux lycées. Elle avait eu cette chance-là d'être dans un beau lycée sur la région parisienne, donc elle voulait que tout le monde puisse profiter de ces mêmes types d'équipements. Elle voulait des équipements sportifs. Elle disait effectivement il faut des maisons des jeunes, parce que les jeunes, ils veulent se rencontrer et c'est un temps important pour eux, et même à l'heure du numérique. On l'a vu pendant le confinement, ils étaient chacun chez eux, mais ils ont besoin aussi, ils l'ont très mal vécu et ils avaient besoin d'être ensemble, même si lorsqu'ils sont ensemble, ils sont sur leur téléphone, à comprendre, mais c'est comme ça. C'est pas grave, ils sont pas loin les uns les autres. Ce qu'elle disait aussi, il faut que l'on puisse donner la possibilité aux jeunes de faire un métier qu'ils aimeront. Et là, on revient aussi sur une question de compétences par rapport à la région, sur l'orientation. Alors, nous avons fait le tour des stands, mais il y a quelque chose qui est juste avant l'entrée dans ce bâtiment. Il y a le bus d'orientation qui est un outil aujourd'hui qui a été imaginé pour aller au plus proche des jeunes et des familles, pour leur dire comment on va vous accompagner. On va vous donner quelques outils pour vous accompagner, pour choisir les métiers où vous pourrez effectivement bien vivre votre vie d'adulte, mais surtout qu'on vous donne pas de fausses joies par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'économie. Donc, il faut que l'on se pose ces questions-là. Donc, cette mise à jour, elle se fait chaque année, mais il faut à un moment donné, effectivement, ce constat, mais avec eux. Parce que je pense que c'est important. Donc, c'est sur quoi je travaille en ce moment, c'est pour effectivement prendre aussi part
dans la prise de parole, d'écouter. C'était l'écoute de ces jeunes. J'ai pu en échanger un peu avant avec quelques-uns pour indiquer le département met en place des choses, mais il faut une continuité parce que demain ils seront dans les lycées et il faut qu'on puisse continuer à voir avec eux comment faire. C'est vraiment très important et surtout il faut regarder ce qui marche aujourd'hui. Nous avons par exemple notre Pass Région est vraiment un outil qui est bien identifié par les jeunes, par les familles, pas suffisamment. Donc nous mettons aussi les moyens pour en faire encore davantage connaître tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce pass, de le faire grandir aussi dans le contenu, sur le niveau de l'engagement des jeunes, ces missions. Nous savons que ça apporte quelque chose aux jeunes, parce que même si un jeune peut être intéressé au début pour la question financière, d'avoir un petit plus pour passer son permis, quand on s'aperçoit que des jeunes ensuite restent dans les associations au-delà des 80 heures qu'ils font, on s'est dit on a tout gagné. Donc on souhaite développer ces missions et notamment sur des établissements qui sont plutôt gérés par les départements. Donc on va en discuter avec eux. Je pense notamment aux EHPAD parce qu'effectivement c'est un peu mon côté intergénérationnel. Il faut que qu'on ait ce lien, qu'on arrête de séparer les jeunes et les anciens et qu'on mette du lien. Et puis il y a la famille au milieu. Donc l'écoute des jeunes. Oui, on a combien d'heures pour débattre sur... Ah non, là, ce sera entre vous. Je le dis très librement en 2 mots, tu vois, sur les politiques où on essaie de faire de l'intergénération. Bon, alors, je le dis, puis il n'y a pas de problème parce que c'est pas un sujet polémique. Moi, j'enverrai pas mon fils de 8 ans dans un EHPAD. Oui, mais quand tu parlais des EHPAD, mais même à 12 ans. Aujourd'hui, la réalité des EHPAD partout en France et singulièrement dans l'Allier, il faut qu'on la voie lucidement. Moyenne d'âge d'entrée en EHPAD, 85 ans et plus. Espérance de vie moyenne en EHPAD, 24 mois. Aujourd'hui, nos EHPAD, parce que c'est l'évolution aussi de l'aide à domicile avec l'APA, de l'habitat inclusif, faut dire la vérité, sont devenus des lieux de mort, de fin de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur pour les départements, c'est qu'on soit dans la meilleure dignité possible d'accompagnement de nos aînés sur cette dernière étape de leur vie. Et je dis qu'aujourd'hui, s'il y a un lieu, il y a plein d'autres possibilités, on travaillera ensemble bien volontiers, où il faut oublier l'idée d'intergénération, c'est les EHPAD. Quand on y va nous-mêmes pour aller voir nos parents ou des grands-parents, c'est rarement un moment agréable. C'est déjà un moment éprouvant quand on a un lien de sang. Et toi, je le dis, c'est pas parce que je pense qu'il y a un vrai sujet sur les travaux intergénération. Mais quand on est confronté à l'EHPAD pour nos aïeux, nos aînés, même quand on est adulte, c'est pas facile. Donc, quand c'est en plus des personnes qu'on connaît pas, je suis pas certain que ce lieu-là soit le bon endroit. Je le dis très simplement, tu sais, mais tu as le droit de pas être d'accord en plus. Hein. Oui, j'entends. Déjà, on n'est pas effectivement sur un public de 12 ans. On va être nous sur sur les 16 et plus. Mais je pense, moi, effectivement, à ces personnes qui, effectivement, quand elles rentrent en EHPAD, c'est plutôt sur un âge avancé. Mais il faut que les jeunes n'oublient pas leurs aînés. Mais également avec ce temps de fin. Et il faut que ça se construise de la meilleure des manières. C'est effectivement les EHPAD, ce ne sont pas que des mouroirs. Pour moi, on est sur la fin, mais il peut y avoir des choses à préparer et des belles choses à faire parce qu'effectivement, sur les jeunes que l'on pourrait diriger vers ces établissements ou d'autres structures qui regroupent des personnes âgées, c'est de pouvoir leur donner une ligne de conduite et on peut pas les mettre sur toutes les actions qui sont menées dans les EHPAD, mais je pense qu'il est important, on a d'autres civilisations qui prennent vraiment en compte ce lien entre les jeunes, entre les moins jeunes et les encore beaucoup plus âgés. Et à un moment donné, lorsqu'on je vais peut-être parler finalement comme ça, un peu à la provocation, mais est-ce que lorsqu'on la personne va dans ces établissements, mais ça y est, on les oublie.
Mais quelle image on donne aussi à nos jeunes, de dire on oublie. Non, il faut toujours faire ce lien, même jusqu'à la fin. Il faut que les jeunes apprennent aussi à ce que c'est la mort, la préparation à la mort. Pour moi, je pense que c'est important parce que il y a quand même des temps, c'est quand même pas que des mouroirs. On construira un truc là-dessus plutôt sur les résidences autonomie ou sur les maisons d'habitat inclusif. Mais bon, on en parlera. Je vous raconte une anecdote. Par contre, il faudra, Madame la sous-préfète, qu'on arrête, excusez-moi, de nous emmerder avec des réglementations. Je raconte une anecdote. Quand j'étais maire, Vous aurez évidemment un droit de réponse. Évidemment. C'est comment dire, nous on applique. les oui, services je de sais, l'État. mais on se connaît Et- suffisamment pour que je puisse vous Voilà. taquiner. Mais je sais que j'aurai oui, la mais réponse. J'aime bien répondre parce que c'est important. Vous savez qu'il y a des personnes, les députés, les sénateurs, qui font les lois. Et nous les appliquons. Et je suis pas candidat pour devenir parlementaire. Je vous raconte une anecdote pour montrer parfois les choses compliquées quand on veut faire des choses simples au quotidien. Quand j'étais maire de ma commune, j'ai une ancienne conseillère municipale qui était d'ailleurs dans mon opposition, avec laquelle je m'entendais très bien parce qu'elle était de la génération de ma mère, qui vient me sensibiliser sur déjà à l'époque les faibles pensions de retraite, et qui me dit, écoute Claude, je peux citer son nom, elle s'appelle Bienvenida Herrera Gaillot, son surnom c'est Pépette Gaillot, et qui me dit, écoute Claude, pourquoi tu permettrais pas à ce que des retraités qui n'ont pas beaucoup de moyens puissent venir déjeuner dans les cantines à Commentry, cantine gérée en régie par la mairie, etc. Je dis, putain, mais Pépette, c'est une super idée, ça. En plus, moi, je constate, pour être allé manger de temps en temps dans les cantines, que c'est quand même très compliqué parce que nos personnels municipaux qui servent et qui préparent, tenir les tables, c'est pas toujours facile. On met pas un personnel derrière chaque table. Leur travail, c'est de servir les repas. Qu'en général, c'est hyper bruyant. Enfin, à chaque fois que j'ai mangé dans une cantine, au bout de 20 minutes, j'avais la tête dans un seau. Je dis, c'est pas possible. Après, il faut pas s'étonner qu'en début d'après-midi, les enfants soient tout énervés quand ils vont reprendre les cours. Et je dis, ça serait vachement intéressant parce que ça nous permettrait, entre guillemets, d'avoir un adulte à table qui, en plus, tienne un peu la table, fasse que les choses sont partagées, qu'il n'y ait pas de gaspillage, des veillées, etc., qui aurait sans doute des choses à raconter, tu vois, sur des histoires de vie. Ah là, malheureux. Ah oui, mais attendez, il faudrait que les parents donnent l'autorisation qu'il puisse y avoir des adultes qui viennent déjeuner au milieu des enfants qui sont des mineurs sous votre responsabilité, monsieur le maire. Ah oui, mais est-ce qu'il faudrait quand même qu'on vérifie que ces adultes-là, monsieur le maire, que vous voulez faire manger à la cantine, c'était mes services, madame la sous-préfète, c'était pas l'État, sont des gens bien, et au moins qu'on leur demande un extrait de casier judiciaire pour vérifier qu'ils auraient eu aucun... J'ai abandonné. J'ai baissé les bras. Alors que moi, je trouvais ça super intéressant du point de vue de ces personnes retraitées, parce qu'elles mangeaient équilibré, copieux et bon pour un tarif commensaux à 3,50 €. Je trouvais ça hyper intéressant pour mes personnels municipaux, parce que du coup, ils n'avaient pas à être dans le côté un tout petit peu... excuse-moi de rentrer dans ce détail très précis de cette anecdote, mais parce que je pense que ça parle simple, de faire l'ordre et l'éducation de comment on se tient bien à table. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait plus parler de cantine scolaire, mais de salle à manger. Et que le changement de concept, passer de la cantine à la salle à manger, ça change tout dès lors qu'on s'en donne les moyens. Je pensais que pour les enfants, c'était pas inintéressant que d'avoir justement un partage intergénérationnel avec des gens qui pouvaient qui étaient des grands-parents, je vais le dire autrement. Hein. C'était leur papy, leur mamie. Et patatras. S'il y en a qui ont réussi à faire ça, je suis plus maire, mais ça m'intéresse quand même de savoir. Alors si, dans des communes rurales qui ne demandent rien à personne, ou on est dans un village de 350 habitants quand il y a encore une école, ou dans un RPI, ça, ils le font tranquille mimile, parce qu'ils demandent à rien à personne, ils font ça, tout le monde se connaît. Vous voyez, un truc aussi simple que ça, moi, j'ai pas réussi. C'est pour ça que je vous dis, il faut que réglementairement, des fois, on nous aide. Madame la sous-préfète, Oui. Comme bien souvent, Oui. le dernier mot revient à l'État, puisqu'il nous reste 5 minutes. Donc voilà, je vous invite à une réaction, et puis peut-être si vous avez des éléments sur les prochaines politiques jeunesse qui sont en préparation, on veut bien effectivement l'entendre. Alors, vous avez déjà posé une question concernant l'impérieuse nécessité d'amender, de réfléchir sur les politiques publiques. Oui, il y a une impérieuse nécessité de faire un diagnostic, d'évaluer ces politiques publiques. Mais il doit y avoir quand même une continuité, il ne doit pas y avoir rupture. Donc ça, je suis d'accord avec madame. Mais ça veut dire que on peut innover, on peut demander des expérimentations, il peut y avoir des appels à projets, parce que lorsqu'on trouve que
l'outil de la boîte à outils qui va bien ne fonctionne pas à 90%, c'est que on n'a pas atteint notre but, et donc il convient d'amender. Et donc quelquefois, ce n'est pas forcément de dire cet outil, on va pas le garder, il répond pas. On a vu tout à l'heure qu'il y a des attentes qui sont plurielles, interministérielles, donc on peut pas faire du cas par cas sur chaque jeune. Donc on est bien obligé d'avoir des outils qui permettent de répondre à l'ensemble de ces attentes, et donc les amender, les faire évoluer, bien sûr, et ça se fait régulièrement. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur un jeune, une solution. On a vu que ça a été, comment dire, amendé pour un parcours CEJ. Donc voilà, ces choses avancent, et ça, c'est une impérieuse nécessité. Et de toute façon, les parlementaires le font régulièrement. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais intervenir. Je pense qu'il est important, tout à l'heure on parlait de mise en œuvre, hein, les services de l'État mettent en œuvre, mais aussi l'ensemble des partenaires acteurs, notamment les collectivités. Il est important de faire des retours sur cette mise en œuvre, et peut-être de trouver, et ça c'est peut-être de l'intelligence sur le territoire, d'adaptation quelquefois, où il suffit quelquefois que d'une adaptation pour permettre de répondre mieux. Voilà. Et ça, c'est un travail que les services de l'État font et doivent faire avec les élus, puisque eux sont véritablement sur le territoire, voilà, territorialisés. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important, et c'est ce que je vois aujourd'hui dans ces politiques publiques. On a de plus en plus la possibilité de territorialiser. Comme ça, j'aurais répondu à 2 questions. Absolument. Et comme on a que 5 minutes. Je vous en remercie, Madame la sous-préfète. Donc, ce qu'on retiendra effectivement, c'est cette volonté de co-construire avec les jeunes des politiques jeunesse, tout en restant dans la position de l'adulte. C'est également de fabriquer peut-être, enfin, en tout cas, d'évaluer très clairement cette boîte à outils existante, puis d'avoir des dispositifs ou des politiques les plus transversales possibles, et peut-être le moins nombreuses possible. Oui, parce que tout à l'heure on disait, et à juste titre, comme ces problématiques, ces attentes sont plurielles, il y a des réponses qui sont plurielles. On n'a pas, les jeunes n'ont pas forcément l'information, et tout à l'heure vous posiez la question aux différents services. Alors les services ont une connaissance globale, mais ils sont experts dans leur ligne de nage. Donc c'est quelquefois très difficile d'avoir cette lisibilité quand on est un jeune. Même un parent qui doit donner une information à un jeune, c'est pas simple. Alors il y a une boussole, voilà. Mais voilà, l'autre jour, cas concret, j'ai 2 services civiques en sous-préfecture, et des jeunes qui ont très très bien travaillé, qui étaient d'ailleurs, il y en a un qui était pompier, comment dire, volontaire, et son ami. Il ne connaissait pas la mission locale. Vous voyez? Donc c'est là où il y a une communication, et là nous on a un devoir, une obligation de communiquer. Donc à la fois ce côté-là, à la fois dire de toute façon on fait en sorte d'être assemblés, mais on ne peut pas tout faire. Donc, on doit se reposer sur des partenaires qui ont une expertise, une bonne connaissance. Mais il faut qu'il y ait, comment dire, cette évaluation. C'est là où je parle d'évaluation. Ça doit remonter. On doit faire du button-up pour pouvoir réagir et se dire, bon, là, si on n'a pas atteint notre objectif, c'est parce qu'on n'a pas répondu à ça. Comment on fait pour amender? On prend 3 minutes de débat supplémentaire parce qu'elle terminera, Madame la sous-préfète. 1 minute. Mais Madame la sous-préfète, cet exemple que vous donnez, pour moi, il est fabuleux. Pour moi, le sujet, c'est pas qu'ils connaissent ou qu'ils connaissent pas la mission locale. Le sujet, c'est qu'il y ait au moins dans son environnement un tiers de confiance à qui il sait qu'il pourra s'adresser, et que ce tiers-là ait la parfaite connaissance des acteurs, et que le jeune connaisse ou pas le PIGE, la mission locale, telle association, tel truc. En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est qu'on doit avoir un front office qui soit l'espace de tiers de confiance. Puis je vais prendre une comparaison. Pour les adultes, ça s'appelle la maison France Service. On ne demande pas aux adultes de connaître par cœur qu'il y a la CAF, la CARSAT, le ci, le ça. On leur dit maintenant, c'est France Service quand vous avez besoin d'un endroit. C'est le guichet unique d'entrée. Ils savent qu'il y a cette entrée-là, ce guichet. Et à nous de Ces structurer. jeunes ne savaient même pas qu'il y avait un guichet ou une politique dédiée pour mais eux. c'est pas grave.
Enfin, pour moi, c'est pas grave. Enfin, c'est un sujet de débat qui va être discuté. C'est pas grave s'il sait aussi, c'est pas qu'il y a la mission locale. D'abord parce que, a priori, j'espère qu'il y a une majorité de jeunes qui aura jamais besoin de la mission locale dans son parcours, plutôt que l'inverse. Et que la mission locale reste vraiment le lieu, l'espace et le service qui va accompagner ceux qui en ont besoin. Donc, j'allais dire, j'espère que les 3/4, quand j'ai les 3/4, c'est peut-être les 2/3 ou 90% s'en fichent, mais n'aura même jamais besoin dans sa vie de savoir que la mission locale, ça existe. Mais je préfère 1000 fois qu'il y ait une identification. Et si c'est l'association du coin, c'est très bien. Si c'est le pige, c'est très bien. Si c'est la mairie, tout simplement, c'est très bien, pourvu que cette clé d'entrée, ce que j'appelle ce tiers de confiance, et je fais la comparaison encore une fois avec les adultes, le France Service, alors vous avez pas peut-être que le président de la République va nous créer du France Jeunesse demain, parce qu'on a eu France Service, France Rénov, France Relance, donc on aura peut-être France Jeunesse demain. Pourvu que le France Jeunesse ou l'interlocuteur de la sphère des jeunes, et si c'est un surveillant dans son collège, ou si c'est le CPE ou je ne sais qui, peu importe, lui ou elle connaissent l'ensemble de tout ce qu'il y a. Et soit capable, le cas échéant, cette fois-ci en back-office, de générer, allô, la mission locale. Ouais, là, c'est le CPE de Constantin Veillère accusé. Bon, j'ai un de mes gamins, là, honnêtement, je pense qu'il est en train de se poser des pré-questions. Il est en 3e. Mais si on veut éviter que l'an prochain, post-brevet, il y ait un souci, c'est peut-être le moment qu'on commence d'anticiper le truc. Et OK, on fait le relais, c'est bon, ça colle, nickel. Et que le jeune n'ait jamais eu même connaissance de la discussion entre son CPE, ou peut-être prendre un profil lycée, et de la mission locale, j'allais dire, là, on aura fait de la très bonne politique. On est bien d'accord, mais c'est comme ici. Là, c'est l'ensemble des éléments qui peuvent donner des informations. Ils ne connaissaient même pas qu'il y avait une entrée possible. C'était ça la difficulté. Marie-Pierre Montoro-Sado. Et l'information, il faut qu'elle arrive au premier. Pour moi, le premier tiers de confiance, c'est la famille. Et si les familles ne savent pas, comment voulez-vous qu'ils puissent accompagner leurs jeunes, qu'ils puissent après aller le spécialiste. Donc c'est important. Il faut vraiment qu'on axe là-dessus. Il y a ensemblement des vents sur ce sujet. Merci à tous les trois. On conclura effectivement sur le fait qu'une politique jeunesse, c'est une politique éducative, mais c'est aussi peut-être une politique familiale. Voilà. Merci beaucoup. Bravo.